J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Frédéric Reichenbacher, qui fait partie des gens qui comptent en ce moment dans l'histoire des sciences, enfin, qui comptent en général. Il est directeur du laboratoire Lynx, je ne sais pas comment tu dis, Lynx, Lynx, à l'école polytechnique. Il est professeur d'histoire des sciences et des techniques. Ouais. Histoire des sciences à l'école polytechnique. Un long parcours que je n'ai pas le temps de résumer parce que sinon je lui prends son temps. Mais merci Frédéric. Merci à la SMF pour cette invitation. Merci à Thomas pour cette superbe organisation. Alors donc moi je suis en général plutôt historien de l'algèbre, mais je vais vous parler d'analyse aujourd'hui. Et donc quelques mots d'introduction sur l'origine de cette recherche, qui est d'ailleurs une recherche en cours et qui vient de mon travail depuis une dizaine d'années pour la valorisation des collections historiques de l'école polytechnique, et qui a donné lieu en 2018 à l'ouverture d'un musée physique, le Musix. Et donc mon intention, alors les collections historiques, elles sont évidemment plus anciennes que le musée, elles sont connues dans le monde entier par les chercheuses et les chercheurs en histoire des sciences. La création du musée a permis de les mettre en contact avec différents types de publics. Et mon intention était de ne pas simplement faire un musée sur l'histoire de l'école polytechnique, mais d'amener les visiteurs à s'interroger sur les relations entre sciences, techniques et société, en faisant l'expérience du décentrement auquel invite l'histoire. C'est ce qu'on appelle la fonction de télescope épistémologique de l'histoire des sciences, qui nous met en contact avec des rapports au savoir différents d'une autre, et qui nous invite par conséquent à réfléchir à nos propres rapports au savoir. Alors, pour l'illustrer, une petite devinette, j'ai 3 devinettes dans mon exposé. La théorie des logarithmes, c'est plutôt de l'analyse ou de l'algèbre? L'analyse, bien sûr. Au XIXe siècle, vous aurez répondu, c'est évidemment de l'algèbre. Pourquoi? Parce que le système était structuré par l'école polytechnique, le cours phare de l'école polytechnique, c'était le cours d'analyse, et les logarithmes, c'était ça en prépa. Donc c'était de l'algèbre. Réciproquement, résolution par radicaux des équations algébriques de 3e degré, c'est évidemment de l'analyse, parce qu'on fait ça à l'école polytechnique. Donc le sens des termes, y compris algèbre, analyse, change, bien sûr, c'est un travail des historiens de le repérer. Et dans cet exposé, je vais essayer de me poser une question, un décentrement sur une question un petit peu plus ambitieuse. Pourquoi enseigner les maths? En nous intéressant à une situation historiquement située, mais qui peut-être évoquera une réflexion sur la situation contemporaine. Et de fait, les mathématiques sont très présentes dans les collections patrimoniales de l'école polytechnique et également dans la politique scientifique et culturelle du musée, avec un certain nombre d'expositions, expositions temporaires qui sont organisées. Et je souhaitais le mentionner parce que l'horizon de ce musée, son avenir, est incertain. Comme vous le savez peut-être, il va y avoir d'importants travaux de rénovation dans l'ensemble central de l'école polytechnique. Le musée va être fermé dans quelques mois. On ne sait pas s'il rouvrira un jour, sous quelle forme. Donc ça, on peut considérer que ça concerne l'école polytechnique et des historiens comme moi, mais aussi que Pierre Nora est décédé hier. C'est un lieu de mémoire, de fait, pour les mathématiques en France et au-delà. Et peut-être que ça peut concerner la SMF et ses membres. En tout cas, tous les soutiens, je pense, seront les bienvenus. Et donc, c'est dans le contexte de l'organisation d'une de ces expositions qui préfigurait de peu l'ouverture du musée, avec Anne-Sandrine Pommier sur Laurent Schwartz à l'occasion de son centenaire, qui était accompagné d'un colloque scientifique organisé avec Bertrand Rémy, qui est ici présent, que m'est venu donc ce sujet de recherche que je développe que maintenant, aujourd'hui, 10 ans plus tard. Et à l'occasion de cette exposition, j'avais sollicité Claudine Schwartz, la fille de Laurent Schwartz, pour me prêter un certain nombre d'objets, alors des boîtes de papillons, la médaille Fields, bien sûr. Et Claudine avait insisté pour enrichir le fonds très important d'archives de Laurent Schwartz à l'école polytechnique de 3 documents. Une lettre du ministre de la Défense réintégrant Laurent Schwartz à l'école polytechnique en 1963. Je vous rappelle que Laurent Schwartz a été révoqué en 1960, un an après avoir été nommé professeur, pour avoir cité le manifeste des 121 pour le droit à l'autodétermination face à la guerre d'Algérie. Donc, réintégration de Laurent Schwartz sans aucune ancienneté. Deuxième document, demande de recul de l'âge de retraite de Laurent Schwartz en 1980, avis défavorable du général commandant de l'école. Et troisième document, 2002, lettre de condoléances du général Diap, donc l'un des rares généraux à avoir défait à la fois l'armée française et américaine, à Madame Marie-Hélène Schwartz, dont on est content qu'il soit bien à l'abri dans les archives d'une école militaire française. Alors, on voit une certaine ambiguïté, un caractère double de la relation de Laurent Schwartz à l'école polytechnique, école dans laquelle il s'est extrêmement engagé.
Et ce caractère double résonne avec la double ambition que s'était donnée Laurent Schwartz en prenant ce poste en 1959. Comme il le dit, je m'étais fixé 2 grands buts. Le premier, le plus important à mes yeux, était la régénération de la formation des ingénieurs. Ma deuxième ambition était de former des chercheurs issus de l'école polytechnique. Il dira plus tard qu'il a réussi sa deuxième ambition et échoué dans la première. Et donc ça, c'est le point de départ, finalement, de ces recherches que je mène encore actuellement sur ce caractère double de l'école polytechnique, enfin, la relation de Schwartz à l'école polytechnique, en lien avec cette double ambition. Alors, petite chronologie, donc Schwartz est nommé prof à l'X en 59, il est révoqué en 60, réintégré en 63. En 65, il crée le centre de mathématiques de l'école polytechnique, qui s'appelle aujourd'hui le centre de mathématiques Laurent Schwartz, qui est le premier laboratoire de mathématiques créé en France. Alors ça, c'est quelque chose de très important, mais dont je parlerai très peu. Je vous renvoie vers la très bonne thèse d'Anne-Sandrine Pommier. 1966, il porte, avec son collègue le prince Ringuet en physique, un projet de réforme qui est sans aucun doute la plus grande réforme de l'école polytechnique au XXe siècle. Donc, il va ensuite faire partie du conseil de perfectionnement, puis d'administration, considérer que cette réforme est inaboutie, poursuivre le combat, notamment dans l'arène médiatique, avec notamment une tribune retentissante en 1977 sur le caractère double de l'école polytechnique, l'X et son image, qui est sans doute pas indépendant de sa mise à la retraite en 1980. Alors, professeur, oui, mais professeur d'analyse. Et ça va être le cœur de mon exposé. L'analyse, c'est un cours, et ce cours que prend Laurent Schwartz en 1959, il existe depuis 1794. Ça, c'est quand même pas rien. Prenez un cours en fait, qui existe depuis plus de 150 ans. Ce n'est pas les éléments d'Euclide, mais enfin quand même, il y a une épaisseur historique remarquable. Et non seulement ça, mais ce cours, donc à la fondation de l'école polytechnique, il incarne l'une des grandes nouveautés de cette institution, qui est la première véritable institutionnalisation de l'enseignement des mathématiques. Et on en parlait à l'instant, c'est-à-dire on a des mathématiques qui vont faire l'objet d'un enseignement institutionnalisé et plus simplement d'une sorte de compagnonnage, comme ça pouvait être le cas auparavant. Cet enseignement se place résolument dans le cadre d'une culture humaniste, comme en témoigne la sélection des ouvrages qui est opérée pour la bibliothèque de l'école, dans laquelle on va trouver aussi bien Euclide et Archimède que Platon, Pline, Homère, etc. Et cette culture humaniste, donc issue de l'Antiquité grecque, porte des valeurs morales, raisonnement, ordonnancement de la pensée, discipline de travail, contrôle de soi, qui, au XVIIIe siècle, se sont mêlés à l'idéal du progrès, du siècle des Lumières, avec des enjeux politiques, d'émancipation par l'enseignement des sciences, et en particulier des mathématiques. Donc, émancipation des contraintes naturelles, avec le progrès technique, mais émancipation également par rapport aux despotes et donc aux autorités, en étant capables de raisonner par eux-mêmes. La question est sortie hier, durant la table ronde, on disait c'est quand même utile de savoir distinguer un millier et un million, par exemple, en tant que citoyen, pas simplement pour faire des mathématiques. Bon, là, on peut citer Condorcet au XVIIIe siècle, savoir compter par soi-même, c'est pouvoir compter sur soi. D'accord ? Donc là, c'est un projet d'émancipation politique qui est porté par les mathématiques et qui va se mêler avec la Révolution française dans le principe d'égalité. Donc on a beaucoup parlé de valeurs morales hier. Il y a des valeurs morales, ordonnancement de la pensée, rigueur, etc. L'égalité, ce n'est pas une valeur morale, c'est un principe républicain fondé en droit. La différence, c'est qu'en principe, il y a une vocation universelle, même si à l'époque, ça ne concerne que les garçons, bien sûr. L'universalité, elle n'est pas forcément atteinte en acte, mais il y a une dimension universelle, ce qui n'est pas le cas des valeurs morales, qui va amener donc les mathématiques à porter le projet méritocratique d'alliance, donc d'une sélection par les mathématiques et des corps militaires ou civils. Tout ça s'incarne dans le cours d'analyse, mais il y a aussi plus généralement une philosophie, une heuristique des mathématiques, la dialectique entre l'analyse et la synthèse, qui est que l'analyse dépasse simplement le calcul différentiel, et notamment, bon, on est en Bourgogne, on peut quand même difficilement éviter la figure de Gaspard Monge. Le cours de géométrie de Monge est conçu dans l'esprit de l'analyse, c'est-à-dire que si vous voulez représenter un objet technologique complexe, vous le décomposez, c'est le principe de l'analyse, vous décomposez un problème complexe en des problèmes simples, et là, en l'occurrence, des formes élémentaires qui vont être des quadriques. Et si vous savez caractériser les quadriques et les intersections de quadriques, ça c'est tout le cours de Monge, vous pouvez ensuite remonter, c'est la synthèse, et avoir votre objet complexe. Alors maintenant, l'analyse, c'est aussi ce fameux cours, donc, qui
instaure de Lagrange à Lacroix, en une dizaine d'années, le début d'un genre qui se caractérise par d'abord la première structuration qui est donnée à l'enseignement du calcul différentiel, qui s'est développé avec la mécanique newtonienne au XVIIIe siècle, mais aussi le défi d'enseigner une science récente qui est encore en pleine évolution. Et ça, c'est une autre caractéristique de ce cours qu'il va garder sur le temps long, ce qui implique une réflexivité sur les fondements des maths. Ça, c'est le cas dès Lagrange. Et avec Lacroix, on lui ajoute une dimension encyclopédique sur les résultats du passé, donc là, en l'occurrence, du siècle des Lumières. Alors, ce genre va connaître un succès éditorial certain à partir du milieu du XIXe siècle, avec des traités d'analyse qui, souvent, sont édités à plus de 5 éditions sur plus d'un demi-siècle, et donc au-delà des frontières et bien au-delà de l'école polytechnique. Donc, vous avez ici, par exemple, les traités d'analyse de Picard et Goursat à la Faculté des sciences de Paris, et bien sûr, René Baire, en 1905, à la Faculté des sciences de Dijon. Alors, l'analyse, c'est aussi une certaine articulation entre théorie et application avec la métaphore du mouvement vertical. Il y a l'idée qu'on va enseigner des maths aux ingénieurs, mais pas seulement les maths dont ont besoin les ingénieurs. Il faut les initier au plus haut point de vue de l'analyse mathématique, et c'est grâce à ça, cette sorte d'abstraction, qu'ils vont être ensuite capables d'investir tous les domaines des applications, donc des interfaces des mathématiques. Donc, il faut monter, descendre. L'analyse, c'est aussi une composante essentielle de l'identité polytechnicienne au XIXe siècle, comme l'illustre l'argot des élèves. Entrée ANA. Abréviation d'analyse, l'ANA, c'est le calcul différentiel et intégral. C'est de l'importance même donnée à l'enseignement de l'ANA, dont toute la langue est faite d'X et d'Y, qui est venu le surnom d'X, universellement admis pour désigner les polytechniciens. Tous ne sont pas des mathématiciens, mais tous possèdent une connaissance du calcul différentiel et intégral suffisante pour les applications des services publics. C'est le principe. Aux époques troublées de notre histoire, en 1830 et en 1848, cette connaissance leur a particulièrement servi à ne pas être confondue avec tous les individus qui se déguisaient en polytechniciens pour se donner l'apparence de défenseurs de l'ordre. À cela, quand on les rencontrait, on leur demandait la différentielle de sinus x ou de log de x, et s'ils ne répondaient pas, on les faisait immédiatement coffrer. Donc, mieux que le bicorne ou la tangente, l'analyse pour caractériser le polytechnicien. L'analyse, c'est aussi un panthéon de grands savants dont les cours ont fait l'objet d'études très précises en histoire des mathématiques, à commencer bien sûr par Lagrange, Cauchy, on ne le présente plus, Charles Hermite, auquel a été consacré récemment le numéro spécial d'une très bonne revue éditée par une société savante dont vous avez peut-être entendu parler, Jordan, Hadamard, Paul Lévy et Schwartz. Et après Schwartz, mais plus d'analyse. Schwartz tue le cours d'analyse en 1968, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourtant, la nomination de Schwartz à l'X en 1959, pour les anciens élèves, est vue dans une sorte de continuité en raison de sa parenté, ses relations familiales avec deux de ses prédécesseurs, Hadamard, qui vient d'ailleurs assister à sa première séance, et Paul Lévy. Et d'ailleurs, Schwartz et Lévy se partagent la nécrologie d'Hadamard dans le journal des anciens élèves, la Jaune et la Rouge, en 1966. Mais Schwartz lui-même a une ambition de réforme, comme il le dit. Il s'agit de moderniser l'enseignement sclérosé par l'introduction de Bourbaki. Alors, cette idée que Schwartz va amener une révolution dans l'enseignement de l'analyse à Polytechnique en introduisant Bourbaki, et également ce qui ressort, ce qui est un peu un leitmotiv du numéro spécial de la Gazette d'une société savante dont vous avez peut-être entendu parler, de 2003, consacré à Laurent Schwartz. Donc aussi bien témoignages d'anciens élèves comme Thierry de Montbrial, que de mathématiciens, qui en l'occurrence n'a pas été un ancien élève, puisqu'il y avait deux profs d'analyse qui se partageaient les deux promotions, jaune et rouge, qui alternaient, ils les suivaient pendant 2 ans, Jean-Pierre Bourguignon. Et de fait, comme vous le savez certainement, l'objectif initial du groupe Bourbaki était d'écrire un traité d'analyse pour réformer notamment le Goursat, qui en était à sa 5e édition en 1933. Donc, d'une certaine manière, Bourbaki l'avait rêvé, Schwartz l'a fait, en prenant le cours d'analyse à l'école polytechnique. Et quand on regarde le programme du premier cours, en 1959, on voit que ça commence par topologie, éléments de théorie des ensembles, espace métrique, ensemble ouvert, etc., etc. Ouais, ça ressemble quand même à du Bourbaki. Alors, deuxième devinette, pour voir si vous suivez, je vais vous donner un extrait de commentaires sur le cours d'analyse, et vous allez me dire si, à votre avis, c'est avant Schwartz ou pendant ou après Schwartz. Le nouvel enseignement de l'analyse fait une part beaucoup plus grande que l'ancien au fondement logique de cette science.
à l'étude de ces structures, à la recherche des propriétés valables dans des conditions aussi générales que possible. Ceci se traduit par un rôle beaucoup plus important joué par la théorie des ensembles, la topologie, les espaces fonctionnels où les structures sont beaucoup plus complexes que dans les espaces classiques. Ceci se traduit aussi par une augmentation considérable de l'abstraction et de la généralité dans les exposés. Avant Schwartz? Pendant ou après Schwartz? Non? Pardon? Ah, Choquet aurait pu écrire ça. Choquet, il arrive un peu après Schwartz. Il va prendre la suite de Favart. Après? Bon. C'est Gaston Julia. C'est juste avant l'arrivée de Schwartz. Bon. Alors, Bourbaki l'avait rêvé, Schwartz l'a fait. On voit que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué que ça en histoire. Mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que Bourbaki l'avait rêvé, Schwartz l'a défait. Puisqu'en 1968, il porte un projet de réforme qui met fin au cours d'analyse. Donc c'est à ça que je vais m'intéresser. Est-ce que c'est une révolution? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre Bourbaki à l'école polytechnique? Qu'est-ce que ça veut dire de tuer le cours d'analyse? Et au-delà de l'école polytechnique, parce que bon, l'histoire de l'école polytechnique c'est bien, etc., mais une question plus générale, donc une sorte de décentrement auquel je souhaiterais m'intéresser, pourquoi enseigner les mathématiques? Qu'est-ce que ça nous dit sur les raisons pour lesquelles on enseigne les mathématiques? Parce que là, on a un cas de figure dans lequel on a un cours qui, depuis 1794, répond de manière complète à cette question, pourquoi enseigner les maths? Héritage humaniste, donc il y a un enjeu culturel, les maths. Des valeurs morales, un idéal de progrès qui porte un enjeu politique, d'émancipation, principe d'égalité qui porte la méritocratie, réflexivité sur les fondements, articulation théorie et application, on monte et on descend, articulation aux sciences contemporaines et dimension encyclopédique. Bon. Alors qu'est-ce qui change? Alors allons-y, donc bienvenue à l'école polytechnique, 1959, les élèves en grand uniforme, au garde à vous, devant le général de Gaulle qui vient visiter l'école, qui est bien entendu encore sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Le corps enseignant est un petit peu moins fourni qu'aujourd'hui. On peut reconnaître au premier rang Gaston Julia, Jean Favart, qui va être le deuxième professeur d'analyse avec Schwartz pendant quelques années avant l'arrivée de Choquet. Schwartz n'est pas là, mais c'est normal parce que, donc, comme les professeurs suivaient une promotion, en 1960, ce n'est pas lui qui va faire le cours d'analyse, c'est Favart. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la réception du premier cours de Schwartz en 1959? Alors, on a beaucoup de témoignages d'anciens élèves, comme par exemple Thierry de Montbrial dans la Gazette, qui nous... Alors, quand lui-même est arrivé, hein, le général commandant de l'école, le général Cazel, lui explique à quel point le cours de Laurent Schwartz est impressionnant. Mais il ajoute aussitôt qu'il fallait prendre garde, car le maître donnait l'illusion d'une grande facilité. En réalité, son cours était d'un niveau extrêmement élevé, très peu, en fait, y comprenait quelque chose. Et donc, mon jeune ami, vous serez sûrement ébloui, mais vous serez probablement incapable de le suivre. Et alors ça, bon, des témoignages comme ça, on en a des kilomètres, c'est-à-dire c'était un cours vraiment génial, et quand on sort de l'amphi, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a rien compris. Alors, nous, les historiens, alors, on aime bien récolter vos témoignages, hein, un peu comme les sociologues, mais on se méfie de ce que vous racontez, les mathématiciens et les mathématiciennes. Donc, on aime bien croiser les sources. Et donc, dans les collections historiques de l'école polytechnique, il y a des archives très complexes, et notamment, on a les rapports des examinateurs. Parce que ce qui est bien, c'est qu'à l'école polytechnique, il y a un classement d'entrée, mais il y a aussi un classement de sortie. Et à l'époque, donc, le concours de sortie, il était assuré par des examinateurs qui font un rapport. Et le rapport sur les élèves, c'est aussi une évaluation du cours. Bon. Qui sont les examinateurs du premier cours de Schwartz? Jean Hulmeau, François Tessier-Ducrot, tous les deux polytechniciens de la promotion 1924. Alors là, on se dit, aucun n'a fait une carrière académique. Et là, on se dit, Bourbaki à Polytechnique, ça ne va pas forcément passer comme une lettre à la poste. Ils ont eux-mêmes été formés avant Bourbaki, ils n'ont pas fait de carrière académique, etc. En réalité, non. Tessier-Ducrot commence par son rapport par dire « Le cours d'analyse de M. Schwartz est remarquable par la grande portée des idées et la généralité des propositions », ce qu'on attend de Bourbaki quand même. Il fait accomplir au lecteur une course de crête où chaque station fait découvrir de vastes horizons. Le cours se distingue aussi par sa densité et sa concision. Notre guide abrège les marches d'approche et nous conduit de préférence par le plus court, c'est-à-dire par le rocher. Tout est solide, mais partout le gradient est fort. Excellent terrain d'entraînement pour l'alpiniste débutant. Alors, vous pouvez voir cet mouvement vertical là, de la métaphore qui est revisité avec l'alpinisme ici, et la tension qui monter-descendre, c'était théorie-application, qui maintenant se situe général-particulier. Bon, ça, c'est une première marque quand même de l'approche un peu Bourbaki. Et l'enjeu de réflexivité sur les fondements qui est associé au cours d'analyse depuis Lagrange, qui ici s'incarne dans la densité du cours. Tessier-Ducrot continue. Le cours du premier semestre contient une excellente introduction à l'analyse moderne. Il m'apparaît également comme un enseignement préparatoire à l'emploi de méthodes mathématiques qui sont ou doivent bientôt devenir
les instruments de choix du mécanicien ou du physicien. Donc le calcul différentiel extérieur, le calcul des distributions, les applications des mathématiques, leurs côtés utiles ne sont donc pas perdus de vue dans le cours de Schwarz. Donc ça, c'est ce qu'on attend du cours d'analyse, l'articulation avec les sciences contemporaines, théorie et application. Bon. Alors, bon, maintenant, il s'agit de faire un rapport sur l'examen, qui est un oral. Bon, on démontre un théorème tiré au sort, on pose des questions de cours, et puis après, il y a un exercice d'application. Les sujets, on les a, hein, donc il y a les sujets de topologie, calcul diff, calcul intégral, équation différentielle. Et alors, qu'est-ce qui marche? C'est-à-dire qu'est-ce qui est bien réussi par les élèves, qui est acquis? Alors, la théorie des ensembles, la topologie, ça passe comme une lettre à la poste. Félicitations des examinateurs, du professeur et des maîtres de conf des petites classes. Ce qui est par contre plus difficile, c'est une difficulté pour le coup traditionnel, c'est le volume du cours et l'attitude scolaire des élèves. Il y a plus de 200 théorèmes dans le cours, donc pour l'examen du concours de classement de sortie, on en sélectionne 71 qui sont au programme, et donc le problème qui se pose, alors ils sont bien maîtrisés par les élèves, mais le problème qui se pose, c'est que les élèves du coup ne connaissent pour la plupart que cela. Donc, ils n'ont aucune vue d'ensemble du cours, ils ne voient pas le lien entre les théorèmes, etc. etc. Donc, ce n'est pas très satisfaisant. Ça, ce n'est pas un problème qui est propre au cours de Schwarz, c'est un problème ancien et qui témoigne de l'épaisseur historique du cours. Rappelez-vous que, depuis Lagrange, il s'agit d'être en prise avec les sciences contemporaines. Depuis Lacroix, il s'agit d'avoir une dimension encyclopédique. Et ça, évidemment, avec le temps, ça fait une inflation du volume de cours. Et il y a même une métrique pour ça, c'est les feuilles qui sont distribuées aux élèves, dont le nombre double entre 1925 et 1955. Ça devient intenable. Alors ça donne lieu à des débats interminables dans le conseil d'instruction, où siègent les professeurs de l'école, mais on ne trouve pas de solution. Et le débat est encore ouvert en 1960. Alors c'est un débat qui est bien sûr technique, et on se dit qu'il faudrait supprimer tel ou tel chapitre, mais il va toujours y avoir un prof qui dit « mais ça on a absolument besoin en physique, etc. » Mais c'est aussi un problème plus profond sur la question « pourquoi enseigner les maths ?» Humanisme, qui marque le cours d'analyse depuis sa fondation, contre spécialisation. Et les anciens élèves défendent l'humanisme propre à l'enseignement des mathématiques à l'école polytechnique. La Jaune et la Rouge, donc en 1956, la Société des Amis de l'X a toujours formellement défendu la nécessité de conserver à la formation polytechnique son caractère de culture générale. L'enseignement à l'école ne doit pas être conçu en vue de permettre à l'élève qui en sort au bout de 2 ans d'être immédiatement utilisable dans l'industrie ou les affaires. C'est le principe de départ du cours d'analyse, et de dire qu'on va avoir le plus haut point de vue, abstrait des mathématiques. À ce moment, doit commencer sa formation humaine. Plus tard viendra sa spécialisation. Donc la formation mathématique, elle porte une dimension de formation humaine. Et là, les anciens élèves vont aller chercher une aide, peut-être un peu inattendue, Oppenheimer, qui, dans un entretien avec Jules Romain, dit qu'un des plus grands périls pour l'humanité, c'est un enseignement qui est orienté vers un but particulier, vers une utilisation du savoir, vers une compétence. Ça, c'est pour les fans du Objective-Based Learning aujourd'hui. Hein. Et donc, les anciens élèves, quelles leçons pour nous qui avons la faiblesse de douter de notre tradition humaniste? Quelles leçons pour les saboteurs, les démolisseurs de ce qui reste de la culture classique, d'immortels spécialistes non de la machine à laver, de la fusée des téléguidés, mais du souverain bien. Bon. Alors, maintenant, quand même, nouveauté, il y a une difficulté nouvelle, c'est l'articulation du général et le particulier. C'est que les conditions de généralité des théorèmes, dans une approche à la Bourbaki, ça demande beaucoup d'efforts des élèves, et que du coup, en fait, ils sont incapables de passer à la pratique sur des exemples simples, même de mécanique du point matériel dans un champ de force. Alors ça pose un problème, c'est-à-dire qu'ils se sont avalés 200 théorèmes de cours d'analyse, mais ils ne peuvent pas faire calcul différentiel ou de calcul intégral, différence entre intégrale de Riemann et intégrale de Lebesgue. Convergence uniforme, complètement perdue. Et alors les fonctions définies par les intégrales, qui sont quand même un gros morceau du cours d'analyse depuis le 19e siècle, même s'il y a un des rares chapitres dont on s'est débarrassé, c'est les fonctions elliptiques, quand même, ça reste quelque chose, les élèves sont perdus. Et en plus de ça, intervient là la principale rupture, la principale nouveauté, c'est la place de la preuve. Alors ça peut être peut-être un petit peu inattendu, mais Schwarz prévient qu'il se permet d'admettre sans démonstration un certain nombre de théorèmes. Jusqu'à l'époque actuelle, ça ne s'appelait pas du tout à l'examinateur. Les cours d'analyse et de géométrie professés à l'école n'ont guère cité que des propositions dont la preuve était donnée. La satisfaction de se voir traités en adultes, donc des élèves, ils avaient le plaisir de trouver dans leurs cours l'attrait des œuvres intellectuelles construites d'un seul jet. Un ouvrage qui se suffit complètement à lui-même possède plus qu'un autre la vertu, c'est une question de vertu, de mettre en confiance, de captiver le lecteur. Il est gagné aux mathématiques alors même qu'il n'a pas à en faire usage, et plus tard, il poussera dans cette voie ses collaborateurs et ses enfants. Cette forme d'action sur les esprits n'est pas négligeable à Polytechnique. Mais alors, pourquoi Schwarz
se débarrasse des preuves? Ben, l'opinion des examinateurs, c'est parce qu'en fait, ils visent trop haut. Et en fait, donc, sa double ambition va être remise en cause, c'est-à-dire que, en fait, ils visent trop haut pour les élèves de l'école qui sortent de prépa. Et il faut faire une distinction entre un ouvrage fondamental d'analyse répondant aux besoins des chercheurs scientifiques et le cours d'analyse de l'école polytechnique, simple recueil de leçons à l'usage d'un éditoire qui se destine aux carrières d'ingénieurs diverses. Et ça, c'est justement ce que ne veut pas faire Schwarz, je vous rappelle, sa double ambition. Alors voilà comment se termine le rapport sur son premier cours, interlude. Schwarz est révoqué. Il revient en 1963. Et alors là, le directeur des études, l'ingénieur des mines Sheradam, a des sueurs froides au mois d'août. Schwarz est annoncé. Il écrit immédiatement donc, à Schwarz qui est à Princeton, parce qu'il n'est pas question de refaire le cours de 1959, qui était du niveau des très bons élèves. L'élève moyen a cru le comprendre, mais était dépassé. C'est grosso modo ce que disait Thierry de Montbrial dans son témoignage. Le passage à l'application était trop difficile à concevoir. Et donc, ça, c'est l'élément fondamental. OK, on peut monter dans le plus haut point de vue de l'abstraction, mais il faut pouvoir descendre. Alors, que faire? Eh bien, on sollicite le conseil d'instruction, qui est l'une des deux instances de direction de l'école où siègent les profs. Donc, il y a les profs, et donc on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le cours de Schwarz? Un premier dit, ça a été un cours admirable, et l'enthousiasme des élèves devant ce cours a été tout à fait remarquable. Cependant, il ne correspond pas exactement aux nécessités de l'X, il est trop abstrait, nos élèves ne peuvent pas voir l'intérêt de ces généralisations, ils ne peuvent pas redescendre. Bon. Un autre dit, oui, bon, les élèves étaient enthousiastes, ce cours les a fait monter très haut, quelquefois avec difficulté, mais il y a un risque de faire ensuite une descente en vrille. Hein. Toujours le problème, monter-descendre. Je suis persuadé que M. Schwarz peut faire un cours aussi attrayant à un niveau moins élevé. Et là, il y en a un autre qui dit, non mais attendez, là, les gars, c'est les mathématiques modernes. On ne peut pas faire semblant qu'on va ignorer les conditions de généralité des théorèmes, c'est comme ça. Et un autre qui va dire, bon, ben alors, non, donc il va dire ce qu'il faut faire, c'est un cours écrit avec des annexes. Bon, et un dernier qui dit, non mais vous rêvez, les élèves ne lisent pas les annexes, etc. Donc merci du conseil. Hein. Donc Schwarz réoriente son cours avec des modifications qui vont avoir des conséquences sur le long terme. Distinction entre le cours oral et le cours écrit. Donc en fait, les élèves sont censés préparer le cours écrit, et à l'oral, Schwarz intervient là où il y a une plus-value de l'intervention du prof. Je vous rappelle peut-être les classes inversées du Covid. Hein. Donner une plus grande importance aux clic-clacs. Alors ça, c'est vraiment nouveau à l'école polytechnique, et ça va avoir un impact sur le long terme, pas que des amphis promo. Le programme des examens, on arrête avec les questions identifiées, hein, et surtout la création d'un séminaire pour les fanats. Et ça va jouer un rôle très important pour le développement de la recherche mathématique à l'école polytechnique, en lien avec le centre de maths. À ce séminaire vont participer les doctorants, les jeunes chercheurs du CNRS, et ça va donner une dimension collective à l'activité mathématique, qui, là encore, bien entendu, est un héritage de Bourbaki. Alors, est-ce que ça marche? Donc, la promotion chérie de Schwarz, la promo 63, donc passe aux grilles des examinateurs. Voilà ce que dit Ulmo. Ces examens ont été remarquables. Nous ne saurions mieux résumer notre impression qu'en indiquant qu'après 30 ans d'exercice à l'école polytechnique, nous avons le sentiment de voir se manifester pour la première fois toutes les possibilités offertes par le recrutement et la sélection de l'école. Pas mal. Tessier-Ducrot, calcul diff, ça passe. Calcul intégral, ça passe. Et on peut affirmer que ce cours d'analyse sera un instrument de travail très précieux, non seulement pour les mathématiciens de profession, mais pour les utilisateurs. Je signalerai par exemple les applications des mesures de radon et des distributions. L'emploi des notions précédentes dans certains chapitres de la mécanique et de la physique faciliterait un mode d'exposé simple et rigoureux à la fois. C'est dire que cet emploi mérite d'être généralisé dans les enseignements donnés à l'école. C'est-à-dire, non seulement ça passe, mais en gros, il faudrait faire du Bourbaki aussi en méca et en physique. Donc, Bourbaki l'avait rêvé, Schwarz l'a fait. Bon, en 63, et Schwarz l'a défait en 66. Projet de réforme avec le physicien Le Prince Ringuet, qui propose une solution au problème de l'inflation des contenus, qui n'est toujours pas réglé, en introduisant un système d'options. Donc on abandonne l'encyclopédisme, qui était une des caractéristiques du cours d'analyse, qui va tuer le cours d'analyse, mais en préservant les idéaux d'humanisme par opposition à la spécialisation. Donc voilà ce que dit Schwarz. Apprendre un peu de tout, c'est le contraire de la science et de la culture. Au lieu d'apprendre ce qui existe, on doit leur apprendre à apprendre. Donc savoir aimer, réfléchir, touiller, chercher, souffrir, trouver, participer au progrès scientifique. Pour rester dans la tradition polytechnicienne qui a poussé les fondateurs à enseigner les maths et la physique les plus abstraites du XIXe siècle à de futurs officiers ou ingénieurs, avant tout pour former des hommes, nous devons aujourd'hui pousser l'X, il n'y a pas encore des femmes, hein, à choisir les domaines d'options, peu importe lesquels, pourvu qu'ils les étudient avec sérieux, en profondeur et avec un don entier d'eux-mêmes.
Donc ça, j'y reviendrai, le don entier de même, parce que c'est la clé de son projet. Alors, il y a une fidélité au projet politique d'émancipation par l'enseignement des sciences, et en particulier des maths. C'est le but, mais au prix de l'abandon de l'encyclopédisme. Alors, nouvelle interlude, la direction de l'école tergiverse, les conseils d'école tergiversent, on se dit, mais en fait, c'est une spécialisation cachée, on va fabriquer plusieurs espèces de polytechniciens, ça monte au gouvernement, De Gaulle dit, moi, les polytechniciens, je veux qu'ils soient tous pareils. Et finalement, c'est en 68 que cette réforme va être adoptée à la faveur de la mobilisation étudiante, avec une alliance entre des groupes d'élèves mobilisés, dont Jean-Pierre Bourguignon, par exemple, et certains professeurs, évidemment, dont Schwartz et le prince Ringuet. Et cette réforme va se mettre en place entre 68 et 72. C'est cette réforme qui ouvre le concours d'entrée aux jeunes femmes. Et elle s'accompagne d'une réforme de la gouvernance de l'école, avec la création des départements d'enseignement-recherche, dont le département des humanités et sciences sociales que je dirige moi-même aujourd'hui. C'est-à-dire moi-même, je reste redevable, d'une certaine manière, de cette action réformatrice de Schwartz. Mais Schwartz, lui, donc en 69, il n'est plus prof d'analyse, parce qu'il n'y a plus de cours d'analyse, il l'a tué. Il devient donc professeur de mathématiques. Alors, qu'est-ce que ça change? Il y a un tronc commun de mathématiques, topologie, algèbre tensorielle, distribution, espace de Hilbert, et il y a des voies d'approfondissement. Et on peut choisir une voie d'approfondissement en maths, ou en physique, ou en méca, d'accord, c'est pas forcément des maths. Et puis pour ceux qui font des maths, il y a la sous-voie analyse fonctionnelle, géométrie différentielle, théorie spectrale. Et donc il y a un nouvel univers, en fait, qui s'ouvre pour les maths, parce que ces voies d'approfondissement, il faut les concevoir. Bon. Et alors la première chose qui se passe, qui est vraiment, là, pour le coup, révolutionnaire et nouvelle, c'est que ces voies d'approfondissement, c'est des enseignements qui sont en prise directe avec la recherche. Par exemple, le théorème du graphe fermé, il se retrouve dans le cours de Schwartz quelques années après sa démonstration, et les recherches de Schwartz à l'époque sont directement en prise avec ces enseignements, tout comme celles des jeunes chercheurs et des doctorants du nouveau centre de mathématiques. Donc il y a une œuvre collective. Mais il y a aussi des nouveaux critères d'évaluation, c'est-à-dire que notamment ce problème du général et du particulier, qui était une difficulté du premier cours de Schwartz, maintenant ça devient un critère d'évaluation. On attend des élèves qui soient capables d'introduire, de critiquer, de discerner les hypothèses nécessaires à la mathématisation d'un problème. Puisque, en fait, l'énoncé d'un théorème va viser la solution d'un problème et il faut se placer au bon niveau de généralité. Et ça, c'est nouveau, en fait, comme attente. Il faut lier les notions fondamentales entre elles et il faut avoir une vue d'ensemble, monter, descendre. Donc, en fait, c'est ça le don entier d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel enjeu dans l'enseignement des maths qui est qu'on attend un engagement, une intention des élèves, la capacité à faire des choix, apporter un regard propre. On va choisir le niveau de généralité. Concrètement, vous prenez un corps algébriquement clos, bon, c'est super, vous avez toutes les racines des équations algébriques, mais vous perdez l'arithmétique. Donc, par rapport à un anneau principal, il n'y en a pas un qui est plus objectif que l'autre, c'est une question de choix. Bon. Et ça, c'est une attente qui est nouvelle et qui s'oppose à une sorte d'objectivité exhaustive d'une sorte d'enseignement encyclopédique, mais donc du coup aussi passif, d'une certaine manière. Donc il faut choisir ce fameux niveau de généralité, et donc ça s'accompagne aussi d'une attente envers les élèves à choisir des exemples pertinents. Et ça, c'est pour redescendre. Il ne faut surtout pas rester en haut, il faut pouvoir descendre. Bon. Et ça, c'est l'objectif du cours d'analyse, en fait, depuis le départ, monter, descendre. Et alors, le principal défi de ça, c'est justement que les élèves déploient réellement cette intention propre et ne restent pas en haut dans une approche purement formelle. C'est ce que dit l'examinateur lors de la création des voies d'approfondissement. Le calcul intégral reste encore formel. On récite. Ce qui est dit est en général exact, mais ne donne pas l'impression d'être senti. Ça, c'est nouveau comme attente. Ça n'existait pas avant. Et senti, c'est clair. C'est-à-dire qu'on attend une intention propre, c'est quelque chose qui est, pour le coup, complètement opposé à l'objectivité dont on parlait tout à l'heure. La présentation est académique, les objets sont dépeints comme des objets de collection. Bon. Donc, on voit des attentes qui ont complètement changé, et ça, c'est une autre façon d'interpréter le succès immédiat de l'enseignement de la topologie et de la théorie des ensembles en 1959. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves étaient probablement restés à un niveau formel. Bon. Alors, ce changement concerne aussi le tronc commun. Donc on voit là Schwartz, c'est une très belle photo à genoux en amphi Arago. Puisque, en fait, avant cette réforme, le tronc commun, le programme était décidé par décret ministériel. Là, maintenant, le département de mathématiques a la main, donc il y a une liberté nouvelle, et les archives de Laurent Schwartz témoignent du travail énorme qui est fourni pour le concevoir. Des amphis qui sont minutés, parce que bon, on a des amphis télévisés, c'est filmé, donc toutes les 5 minutes, et c'est des notes qui sont destinées aux maîtres de conf qui font les petites classes. Des exercices
ça c'est nouveau, c'était réclamé par les élèves depuis les années 50. Des fiches documentaires, donc là par exemple Basile Bersienne des polynômes d'Hermite. Alors à propos d'Hermite, il y a un numéro spécial d'une revue éditée par une société savante que vous connaissez peut-être, que je vous conseille. Des tests d'auto-évaluation, des listes d'erreurs à ne plus faire. Donc tout ce qui est écrit ci-dessous est tiré des copies des X de la promo 78. Il s'agit d'erreurs tellement très graves qu'il faut que cette promotion s'en débarrasse le plus vite possible, etc. Donc diversification des formats d'enseignement, des supports d'enseignement, je vais un peu vite parce que je vois que le temps passe, et un travail collectif, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Mais sur le fond aussi, une réflexion, donc dans l'héritage de la dimension réflexive du cours d'analyse depuis sa création, sur l'organisation théorique du cours. Et alors pour l'illustrer, on peut citer le cas de l'intégration. Schwartz est l'un des auteurs de l'approche de Bourbaki sur l'intégration, et il s'en repent parce que cette approche est très mal adaptée aux probabilités. Et donc à cette époque, Schwartz travaille à changer en fait l'approche de Bourbaki sur l'intégration. Mais ça, c'est un vrai problème de maths. Et pour cette raison, il évacue l'intégration du tronc commun. Il se dit ça, c'est un problème de mathématicien pur. Mais par contre, il met les distributions dans le tronc commun. Alors, ça peut paraître bizarre de faire les distributions sans l'intégration, mais pourquoi? Parce que les distributions vont avoir des applications en physique. Et ça, c'est un enjeu, encore une fois, du cours d'analyse. Donc il y a des choix très forts qui sont faits sur la conception du cours. Et donc finalement, donc là j'en arrive à la fin, on a une redéfinition de cette fameuse tension entre théorie et application qui marque le cours d'analyse depuis son origine. Voilà ce que dit Schwartz en 1972. Toute théorie mathématique peut être enseignée à différents niveaux. Si l'on prend par exemple la théorie de l'intégration de Fourier, on peut l'expliquer très élémentairement à la main, à l'intention d'électrotechniciens ou d'ingénieurs proches de la pratique. Mais l'utilisateur ne pourra jamais dépasser un certain seuil, et par exemple, la lecture d'ouvrages sur les équations aux dérivées partielles sera impossible. On peut au contraire enseigner cette même théorie à un niveau élevé en utilisant les distributions tempérées. Pour celui qui comprend, l'avantage est énorme. Il pourra se sortir de toutes les difficultés et poursuivre des études à tous les niveaux élevés, aussi bien qu'élémentaires. Ça, c'est l'émancipation, projet d'émancipation depuis les Lumières. Mais si elle lui est passée par-dessus la tête, alors il ne lui restera rigoureusement rien, même pas au niveau élémentaire. Ça, c'est le risque. Autrement dit, le pari que nous faisons est en donnant aux polytechniciens un enseignement mathématique de haut niveau et qui tout double. S'ils sont surchargés à l'école par un programme trop lourd ou fatigués par la taupe ou s'ils n'ont pas envie de travailler, alors, si capables qu'ils soient, tout sera perdu. Alors, pari de Schwartz, réussi ou perdu? Avec la réforme, disparition des examinateurs, mais mise en place de sondages des élèves donc, qui évaluent les preuves. C'est toujours le cas aujourd'hui. 75, 209 répondants, 68% trouvent le cours oral utile, 73% trouvent le rythme bien, 75% assistent régulièrement. Ça, franchement, très bien. Hein. Bon. Autre question, temps de travail. 56% de 1 heure à 5 heures par semaine, 30% moins d'1 heure. Et alors là, par contre, comme de Schwartz, même pour un normalien, moins d'1 heure, c'est pas possible. Bon. Et donc là, il y a une polarisation. 30% des élèves ne travaillent pas, et donc pour 30% des élèves, le pari est perdu. Bon. Et alors, il y a les commentaires qualitatifs, et alors, je suis désolé de terminer par ça, je ne veux pas vous gâcher la journée. J'en lis quelques-uns. Assiste au cours pour mieux comprendre ou par intérêt, 14 élèves. N'assiste pas au cours parce que le professeur est endormant ou parce qu'il le trouve sans intérêt, 23 élèves. Assiste au cours à cause de la surveillance des militaires, 14. Un élève assiste au cours parce qu'il est payé pour ça. Un élève assiste au cours car le professeur donne l'impression d'être fort en maths. Un ou une élève assiste au cours car Schwartz a de si beaux yeux. Schwartz baratine trop à côté du sujet. Cours pas clair, peut mieux faire, le professeur devrait se soumettre à l'avis des élèves ou se démettre. 3 élèves demandent le départ de Schwartz. La considération dont joue le département de mathématiques dans cette école me sidère. Quand donc les supprimeront-on et avec lui ces mathématiciens plus ou moins restés en enfance? Schwartz est insupportable plus de 3 minutes. Schwartz au pilori. Alors, c'est peu d'élèves, mais c'est une polarisation, d'accord. Et donc la somme des connaissances, bien sûr, est prohibitive, qui va amener Schwartz à reprendre le combat, poursuivre la réforme de l'école polytechnique dans l'arène médiatique, avec cette fameuse tribune très dure de 1977, dans Le Monde, laxisme, mensonge, le caractère double de l'école polytechnique. De fait, Schwartz devient polarisant à cette époque, réciproquement, chez les anciens élèves qui l'encensaient pas longtemps avant. On va avoir des remarques qui vont amalgamer aussi la réforme des mathématiques modernes avec Schwartz. Ce n'est pas avec les mathématiques modernes qu'on a fait le Concorde, ce n'est pas grâce à elles que sera construit son successeur. Donc une attaque contre la double ambition de Schwartz. On forme des chercheurs, là, on n'est plus en train de former des ingénieurs. Et alors on peut se demander comment c'est possible, parce que je vous rappelle qu'en 68, Schwartz a fait sa réforme avec l'appui de groupes d'élèves mobilisés. Mais un polytechnicien peut en cacher un autre. Et donc, un élève de la même promotion, 1967,
intervient dans la jaune et la rouge pour dire ouais, bon, on a fait plein de réformes, mais c'est ambigu ces réformes, parce que, en fait, on rentre dans une grande école pour en sortir. Bon. Et là, c'est une autre réponse à la question pourquoi enseigner les maths. C'est la distinction. Les maths permettent une distinction. On devient polytechnicien ou polytechnicien, et ça, c'est déjà fait. Donc, on n'attend pas de l'école d'enseigner les mathématiques quand on est dans cette perspective-là, donc on ne va pas travailler le cours de Schwartz. Et ça, c'est le caractère double de l'école polytechnique que va dénoncer Schwartz. Ah, évidemment, pas, on l'a vu, hein, 70% des élèves travaillent quand même. Donc, cette distinction, Schwartz, lui, va l'appeler une usurpation, en fait, de l'école polytechnique. Alors, je conclus. Donc, le champ du signe du cours d'analyse, hein, on l'a vu, s'opère dans un contexte très particulier de la réforme de 68, où Schwartz, avec le soutien de groupes d'élèves les plus mobilisés et à l'époque les plus visibles, va faire passer cette réforme très importante. Mais avec l'opposition d'autres groupes qui vont devenir davantage visibles dans les années 1970. Et en fait, il y a d'autres dynamiques de cette même réforme, dont je n'ai pas eu le temps de parler, hein, qui changent profondément l'institution à cette époque-là. Explosion de la vie sociale des élèves, réforme de la pantoufle, modèle des business schools, etc., etc. Et ça entraîne de nombreux débats sur cette question, pourquoi enseigner les mathématiques chez les élèves eux-mêmes, chez les anciens élèves, et le combat de Schwartz dans les années 1970 dans l'arène médiatique, et il va le déplorer avec une indifférence du reste de la société et du corps universitaire. Alors maintenant, Bourbaki, il avait rêvé, donc on l'a vu, hein, topologie, ensemble, Banach, fidélité à une philosophie bourbakiste de montée en abstraction, des relations entre les objets, de l'organisation théorique, mais en même temps, toujours avec en vue les applications. Et ça, c'est pas trop Bourbaki. Et en particulier les probabilités, mais aussi la gestion de l'effort des élèves par rapport à ce problème des conditions de généralité des théorèmes, quitte à passer à la trappe des démonstrations. Et ça, c'est pas trop Bourbaki non plus. Bon. Donc en fait, on a une sorte d'hybridation du projet de Bourbaki avec l'héritage sur le temps long de ce fameux cours d'analyse. On abandonne l'ambition encyclopédique pour sauver l'héritage humaniste du projet d'émancipation, en fait, de la dimension culturelle des maths. Une redéfinition de l'articulation théorie-application sous l'angle du général et du particulier, avec l'idée qu'il faut former des hommes, assez vite des femmes, hein, avec cette réforme, à une méthode de pensée. Il faut apprendre à apprendre. Et là, il y a un risque très fort, c'est de rester en haut, qui est une dimension purement formelle, risque redoublé par une attitude volontiers scolaire de certains élèves. Et alors, comme le dit Schwartz, tout sera perdu. Donc il faut monter, descendre. Et on voit mis en avant en fait, quelque chose qui est assez rare à être explicité, c'est-à-dire l'importance de l'intentionnalité du praticien des mathématiques. La capacité à faire des choix, en contraste avec une sorte d'objectivité qui serait passive. C'est-à-dire il y a une réalité mathématique, on l'apprend, etc. Mais ça, le problème, c'est que cet engagement qu'on attend, hein, le don entier d'eux-mêmes, cette capacité à avoir une intention, c'est-à-dire on va choisir un niveau de généralité en fonction du problème qu'on veut résoudre, quand est-ce que c'est enseigné explicitement? Jamais. Et là, on peut voir un héritage sur le temps long, peut-être, de l'esprit d'analyse. J'en reviens à Monge, troisième devinette. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Des engrenages. Alors, ce n'est pas du tout des engrenages. Non, mais ce n'est pas plus des engrenages que ceci est une pipe. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le contexte des techniques graphiques des ingénieurs depuis la Renaissance et de la géométrie descriptive de Monge, est un rare domaine des mathématiques où c'est explicité et assumé. On fait des choix, on fait une représentation, ce n'est pas la réalité, on fait une mathématisation. Bon. C'est exactement cette question d'intention en fait, qui est portée par Schwartz. Épurer, pour les épures de la géométrie descriptive, c'est retirer les éléments superflus, c'est une forme de mathématisation, et le devoir du mathématicien ou ingénieur dessinateur, c'est de faire des choix judicieux. Mais là, le problème, c'est comment est-ce qu'on apprend à faire ces choix, à mettre cette intention qu'attend Schwartz, d'une certaine manière, lui aussi, dans son cours d'analyse? Eh bien, il y a l'idée très ancienne, chez Rousseau, aussi bien que chez Monge, que, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est ineffable. On ne peut pas le dire dans la bouche d'un professeur, on ne peut pas le marquer dans un manuel, ça passe par la pratique. Il y a quelque chose qui est ineffable dans l'enseignement des mathématiques, dans le cas de la géométrie descriptive, il faut dessiner sur modèle, c'est que comme ça qu'on peut l'apprendre. Et à mon avis, on trouve une sorte d'héritage à long terme de ce spectre de l'esprit d'analyse dans la méthode de pensée mathématique que revendique Schwartz finalement dans sa réforme, dans l'intention qu'il attend par l'engagement des élèves. Voilà, j'en termine ici. Je vous remercie pour votre attention.
dans les temps, peu presque. Qu'est-ce qui est arrivé à ce cours d'analyse au bout de 40 années? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Alix? Il n'y a plus d'analyse. Schwartz a tué le cours d'analyse, il a été remplacé. Mais un remplacement, qu'est-ce qui reste? En fait, il reste à peu près, alors là, Grégoire serait mieux placé, mais il reste à peu près, c'est grosso modo la structuration qu'a souhaité Schwartz, hein, c'est-à-dire il y a un tronc commun, et ensuite, il y a des choix qui sont faits par les élèves, en fait, avec des voies d'approfondissement. Oui. Il me semblait pourtant qu'il y avait un cours d'analyse de 18 cours. D'analyse fonctionnelle, par exemple. Tout à fait, pas seulement, qui était tout à fait non, mais alors, consistant. Non, mais alors, il y a encore des cours d'analyse. Il y a même encore des traités d'analyse. Mais le cours d'analyse, au sens où le sens qu'il a quand le prend Schwartz en 59, c'est pas que ça. D'accord ? C'est vraiment l'idée que c'est ça qui va structurer l'enseignement pour tous les élèves. C'est une promotion de tous les élèves, et avec cette idée d'être en prise avec les sciences les plus contemporaines, d'avoir une vision encyclopédique, etc. Donc on peut encore aujourd'hui appeler des cours d'analyse. Mais en général, ils ne visent pas les objectifs que j'avais visés au début. En gros, c'est du calcul différentiel ou théorie des opérateurs ou que sais-je. Ouais. Est-ce que les réformes que Schwartz essaie de faire ont eu des impacts dans d'autres grandes écoles européennes? Ouais, alors ça, j'ai été vite et j'ai dépassé un peu de mon temps, mais ça, voilà, j'avais pas le temps d'en parler. Et évidemment, tout un contexte de changements très importants en fait, dans les systèmes éducatifs en France, en Europe et aux États-Unis, etc., à cette époque-là, avec aussi des revendications d'une nouvelle génération. Mai 68 l'illustre bien. Et donc, évidemment, il faut les comprendre dans ce contexte-là. Et en l'occurrence, alors, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais en fait, la réforme que mettent en place Schwartz et le Prince Ringuet, elle est demandée par les élèves de l'école polytechnique depuis 10 ans, en fait. Et tous les aspects de la réforme sont revendiqués par les élèves depuis 1955. Donc, en fait, d'une certaine manière, elle est endossée par Schwartz. Alors, sauf, par exemple, la création des départements, ça, les élèves, ils s'en fichent. Mais les options, etc., c'est revendiqué par les élèves. Et ça a donné lieu à un travail des élèves interpromotion. Donc, ils ont créé, par exemple, un comité de réforme auquel participait Jean-Pierre Bourguignon pour se passer le relais entre les promotions et qui est en interface avec les autres grandes écoles. Donc là, il y a des syndicats comme l'UNI à l'époque, mais aussi avec les universités. Et dans ce contexte-là, il y a une réflexion en fait au niveau des étudiants qui est extrêmement riche et qui est informée de ce qui se passe à l'étranger, parce que alors beaucoup de ces syndicats sont très fortement marqués par le marxisme, et là il y a une vision internationaliste intrinsèque en fait. Eh bien, merci encore. Merci à vous.